Qu'est-ce qui est concomitant à l'invention de l'imprimerie? Ben, c'est ce que certains, dont René Guénon par ailleurs, certains assignent au XVe siècle et au XVIe surtout le nom de modernité. On a à ce moment-là la naissance des grandes villes, la naissance des agglomérations. C'est-à-dire qu'après avoir progressivement coupé, hein, je schématise évidemment, je dois tenir 40 minutes, après avoir progressivement coupé les liens verticaux, nous arrivons maintenant à l'isolement des hommes les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une coupure horizontale des hommes les uns des autres. Et cette coupure horizontale se concrétise, très paradoxalement, bien sûr, par la naissance des agglomérations. C'est quand les hommes sont agglomérés dans les cités qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et ça correspond à l'imprimerie, puisque, comme vous le savez, l'imprimerie, pour la première fois, on a les lettres qui sont isolées les unes des autres. Les phrases ne sont plus liées. Donc, on a l'ère moderne qui s'affirme en brouillant les rapports horizontaux entre les individus. Et puis, ensuite, quelle est la troisième grande révolution dans le sens technologique de la lettre? Eh bien, évidemment, c'est la naissance de l'ordinateur. Donc là, j'arrive à ce que certains ésotéristes appellent la postmodernité, donc le monde né en 1945, hein, pour être très clair. Pourquoi est-ce qu'on parle de postmodernité et non plus de modernité? Parce que déjà, sur le plan de la structure de la société, en gros, on passe de la notion de stockage à la notion de flux. On entre dans ce que l'on appelle, progressivement encore une fois, dans ce que l'on appelle le turbo-capitalisme. Ça a été analysé par des gens de tous bords, hein, aussi bien Guénon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais même par Pasolini, par Drieux-La Rochelle, bon, Drieux-La Rochelle est mort avant. Et enfin, il analysait déjà la naissance de l'imposition du flux tendu, comme seul moyen de communication. Quel rapport avec la lettre? Eh bien, avec l'ordinateur, dont le règne commence, vous le savez, on découvre l'effet transistor en 1947. Donc les premiers ordinateurs apparaissent 15 ans après. C'est quelque chose qui a été très bien analysé par Raymond Abellio dans son grand roman La Fosse de Babel, où il analyse vraiment le rapport entre la police et l'ordinateur. La police, c'est-à-dire le fait que les gens commencent à se surveiller les uns les autres et que l'on a de moins en moins besoin d'une police gouvernementale. Ça a été écrit dans les années 1960. L'ordinateur, qu'est-ce que c'est? On a eu, avec l'invention de l'imprimerie, une séparation des lettres les unes des autres. Avec l'ordinateur, on a la lettre elle-même qui devient pixelisée. C'est-à-dire la lettre elle-même ne possède plus d'individualité. Elle est elle-même... elle devient elle-même liquéfiée, si vous voulez. Elle n'a plus d'identité propre. Et à partir de la postmodernité, on entre dans une civilisation, enfin l'Occident entre dans une civilisation qui ne repose plus sur l'individu. Je pense que les critiques, souvent réactionnaires, pas uniquement, qui disent que notre monde est basé sur le règne de l'individu, à mon avis, ils ont tout simplement 80 ans de retard. Puisque ça, c'est terminé depuis 1945, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'individus nulle part. Tout le monde pense la même chose. Il n'y a plus de personnalité, si vous voulez. Et le fait, effectivement, de se concentrer sur l'individu, ça, c'est le monde c'est le monde de l'avant-ordinateur. Et puis, il y a eu une quatrième étape, je fais vite. Donc, cette postmodernité, c'est intéressant quand même, elle est intronisée historiquement à la fois par Israël et par Hiroshima. C'est une fausse libération, puisqu'on a l'individu qui n'existe désormais plus du tout, contrairement à ce qu'affirment beaucoup d'intellectuels. Il est dissous dans le fossé de l'ultime régression. Donc l'histoire de ces derniers siècles peut se résumer à une lente dissolution des véritables communautés humaines qui basaient le principe de leur cohésion verticale sur la volonté de produire une connaissance transcendantale, tout en s'accompagnant, cette transformation s'est accompagnée d'une lente affirmation des parties les plus basses de l'individu, hein, des croissances d'un côté, croissance de l'autre, qui tendent à le couper de toute relation d'ordre intime avec le cosmos. Donc pour résumer ce phénomène, on peut dire que l'essence de la communauté s'est effondrée
au bénéfice intégral de la substance de l'individu. De fausses communautés, bien sûr, ont vu progressivement le jour sur le principe d'une cohésion horizontale de sous-individus déstructurés. Alors tout est désormais réduit au lieu commun de la substance, proprement luciférienne, c'est vraiment la définition théologique, qui n'est autre que indifférenciation, confusion et division, à l'opposé même de l'essence divine qui est harmonie, fusion et distinction. La quatrième étape, je vais passer vite là-dessus, c'est l'étape d'Internet. Vous avez vu que toutes ces étapes s'accélèrent, bien sûr. Il est normal sur le plan des principes que la dégradation connaît une accélération redoutable. Que change Internet au monde de l'ordinateur? Eh bien, non seulement la lettre n'existe plus, elle est liquéfiée, elle est subdivisée elle-même en plusieurs pixels, mais avec Internet, les pixels sont eux-mêmes instantanément délocalisés. Donc, conjointement à cela, nous avons le changement ultime de l'homme, de l'être humain, qui est encore moins un individu qu'auparavant, puisqu'il est aujourd'hui, du fait de toutes les techniques que vous connaissez, lui-même instantanément délocalisé. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de chair, de chair humaine. Voilà. La chair n'existe plus, l'esprit évidemment n'existe plus, l'âme non plus. La seule chose qui existe, c'est le liant qui le lie aux autres, mais c'est ce liant que l'on retrouve dans tous les retables. Je pense par exemple au retable de Roger van der Weyden aux Hospices de Beaune, mais bon, beaucoup montrent la même chose. Vous avez dans la partie droite les gens qui se rendent au paradis, ils sont seuls, ils ne se touchent pas, ils sont seuls. C'est ce qu'écrivait Léon Bloy, plus on s'approche de Dieu, plus on est seul. Et vous avez sur la gauche du tableau les gens qui vont au paradis qui s'agrippent tous. D'accord ? Ils se tiennent, ils s'agrippent tous. Aucun d'eux ne veut aller seul justement en enfer. Et la définition de l'enfer, c'est justement le fait de se lier aux parties les plus basses de tous les autres individus qui nous accompagnent. Et c'est ça, le nihilisme total de la technique dont on parlait hier. On n'est plus du tout dans le nihilisme de la science, puisque comme vous le savez, la science a redécouvert les principes primordiaux de la tradition depuis au moins 80 ans. Non, on est dans le nihilisme total de la technique. Alors, je vais avancer. La seule issue aujourd'hui, à mon sens, pour je vais parler d'élite néo-platonicienne, ne consiste pas à proprement parler à retourner à la tradition, parce qu'il s'agirait d'une fuite en arrière aisément détectable et automatiquement neutralisée par les forces de la dissolution ontologique. Par ailleurs, moi je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait de défendre le christianisme. Je ne suis absolument pas dans une position de défense. Je suis tout à fait là-dessus sur la lecture de Kierkegaard qui disait que le christianisme n'a pas besoin d'être défendu. Il faut attaquer l'atlantisme et tous les ennemis du christianisme. Il ne faut absolument pas avoir une position obsidionale parce que c'est perdu d'avance. Donc le but, pour employer le vocabulaire de Jean Parvulesco, c'est qu'il faut aujourd'hui contre-pénétrer les ténèbres en agissant à la fois sur les niveaux historiques, artistiques et spirituels, rassembler les braises du feu vivant du contre-pouvoir polaire des origines et souffler dessus par l'affirmation au niveau continental d'une ligne politique guénonienne, tout en intégrant dans sa chair que l'esprit ne naît pas de l'histoire, mais que c'est le contraire, l'histoire naît de l'esprit. La ligne politique guénonienne, alors elle peut se trouver dans autorité spirituelle et pouvoir temporel. Je vais vous lire un très court passage, vous allez comprendre ce que je veux dire. On dit souvent que Guénon était un pur brahman détaché de toute contingence. Chaque fois que le désordre s'accentue, le mouvement s'accélère, c'est ce que je disais tout à l'heure, car on fait un pas de plus dans le sens du changement pur. C'est pourquoi, comme nous le disions plus haut, plus les éléments sociaux qui l'emportent sont d'un ordre inférieur, moins leur domination est durable. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que ça ne va pas durer longtemps. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de stabilité dans la puissance des ténèbres. C'est théologiquement impossible. Comme tout ce qui n'a qu'une existence négative, le désordre se détruit lui-même. Je lis Guénon. C'est dans son excès même que peut se trouver le remède aux cas les plus désespérés, parce que la rapidité croissante du changement aura nécessairement un terme. Nous disions précédemment que l'humanité n'a jamais été aussi éloignée du paradis terrestre qu'elle l'est actuellement, mais il ne faut pas oublier pourtant que la fin d'un cycle coïncide avec le commencement d'un autre cycle, qu'on se reporte d'ailleurs à l'Apocalypse, et l'on verra que c'est à l'extrême limite du désordre
allant jusqu'à l'apparent anéantissement du monde extérieur, que doit se produire l'avènement de la Jérusalem céleste, qui sera pour une nouvelle période de l'histoire de l'humanité l'analogue de ce que fut le paradis terrestre pour celle qui se terminera à ce moment même. L'identité sur les rapports du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste, voir son livre sur Dante. L'identité des caractères de l'époque moderne avec ceux que les doctrines traditionnelles indiquent pour la phase finale du Kali Yuga permet de penser sans trop d'invraisemblance que cette éventualité pourrait bien n'être plus très lointaine, et ce serait là assurément, après l'obscuration présente, le complet triomphe du spirituel. Ce serait aussi, d'après certaines traditions d'ésotérisme occidental, se rattachant au courant auquel appartenait Dante, la véritable réalisation du Saint-Empire. Et en effet, l'humanité aurait alors retrouvé le paradis terrestre, ce qui d'ailleurs impliquerait la réunion des deux pouvoirs spirituels et temporels dans leur principe, celui-ci étant de nouveau manifesté visiblement comme il était à l'origine. En dehors de tout ce qui est politique, il faut